Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Mera. Salut Alexandre. Salut Julien. Alors, tu es le fondateur de la société Apis, vous faites de l'Operating Partners. Tu vas nous en parler bien évidemment plus en détail pendant cet épisode. Je voudrais que tu nous expliques comment tu en es arrivé à fonder cette structure. Qu'est-ce qui t'a motivé au début de la création, il me semble, 2022 ? Exactement, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en plein Covid, au moment où les taux ont changé. J'avais à l'époque un projet de start-up qui portait sur des taux bas. Et on s'est dit avec la personne avec qui je comptais m'associer que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de se lancer dans cette start-up-là. Et j'ai changé de braquet et j'ai décidé d'entreprendre, mais en développant une offre de service sur ce que je sais faire finalement. J'ai découvert plus tard que ça s'appelle l'effectuation. Et aujourd'hui j'en suis très content. Donc qu'est-ce qu'on fait, ou plutôt déjà comment j'en suis arrivé là, je crois que c'est d'abord un thème familial. La construction, l'immobilier, les infrastructures, c'est quelque chose qui s'est fait dans ma famille depuis plusieurs générations. Et donc quand j'étais en prépa pour choisir une école d'ingénieur, c'est assez naturellement que j'ai été dans une école d'ingénieur dans la construction. Et puis après là on est en 2010. En 2010 il n'y avait pas trop de travail pour quelqu'un qui sortait de l'école, et donc j'ai fait un master en école de commerce parce que ça me permettait de rajouter une corde à mon arc, et je me suis retrouvé dans une petite boîte à faire de l'investissement dans des retail parks à cette époque-là. Et puis c'est assez naturellement qu'après j'ai eu un parcours dans des grands groupes, notamment chez Unibail, où j'ai développé une fine connaissance d'une classe d'actifs qui sont les bureaux et les commerces, en particulier les centres commerciaux, les retail parks dans mon expérience précédente. Et aujourd'hui, on se positionne à Apis donc en tant qu'operating partner, c'est-à-dire que pour des investisseurs qui ont déjà défini une stratégie d'investissement, on la met en œuvre. Donc il y a vraiment quelque chose de très opératif, et on met en œuvre tous les moyens nécessaires à aboutir et à mettre en œuvre cette stratégie. Et en particulier, on a un positionnement fonctionnel qui est une spécialisation dans le repositionnement d'immeubles. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a quand même pas mal de locaux de bureaux à repositionner, pareil pour le commerce, dans le développement et aussi dans l'optimisation, et encore plus spécifiquement en Île-de-France. Très intéressant. Ça m'amène déjà une première question. Alors c'est bien évidemment une classe d'actifs particulière, les bureaux, les commerces. On en est où aujourd'hui ? Comment ça se passe, cette classe d'actifs ? Alors, je dirais les classes d'actifs. Dans les bureaux, il y a évidemment des bureaux qui sont en Paris QCA, c'est pas la même chose qu'à La Défense ou encore que dans l'Est parisien. Et ils obéissent à des dynamiques qui sont très différentes. Et c'est pareil dans le commerce où on a des classes d'actifs qui sont différentes, que ce soit des retail parks, des centres commerciaux, etc. Donc, pour te répondre où on en est aujourd'hui, je dirais que sur les bureaux, je me questionne encore de savoir si on est dans le creux de la vague ou si le creux de la vague est devant nous. Il y a encore peu de temps, c'est-à-dire il y a un mois de ça, j'entendais des analyses qui estimaient que la vacance, donc le nombre de mètres carrés disponibles en France, allait continuer à augmenter. D'accord. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 6,5 millions avec des projections aux alentours de 8 millions de mètres carrés. Donc on peut se dire que ça ne va pas dans le bon sens. Pour autant, comme je disais, il y a différentes sous-classes d'actifs, et on constate quand même une forme de résilience sur celles qui sont les plus matures, comme dans Paris QCA. Et je lisais hier, je crois qu'à La Défense, ça commence à se solidifier aussi. Donc est-ce que c'est les prémices de quelque chose qui arrivera de manière plus générale
dans un an ou deux, je ne sais pas. Et quand tu dis quartier QCA, tu peux développer un petit peu ? Paris Centre, le Triangle d'Or, enfin vraiment un quartier central d'affaires. D'accord. Donc vous intervenez sur toute la France ou c'est spécifique ? Non, on n'intervient que sur l'Île-de-France. Alors pourquoi ce choix qui peut paraître un peu baroque ? C'est que la valeur dans l'immobilier, pendant la dernière décennie, s'est beaucoup concentrée sur la capacité à gérer des gros volumes, la capacité à renégocier les baux, la capacité à aussi valoriser des taux bas. Aujourd'hui, mon analyse, c'est que la valeur dans l'immobilier se situe dans la capacité opérationnelle à régler des problèmes. Or, régler des problèmes à Lyon, quand on est à Paris, moi, je ne sais pas faire. Et j'adore la ville de Lyon, j'adore l'île de Neige, j'y vais souvent, mais ça, je ne sais pas faire. Et c'est pareil pour à peu près toutes les villes de France. Là où, par contre, je sais faire et où je sais intervenir rapidement parce que j'ai un réseau, parce que je connais bien les secteurs, etc., c'est en Île-de-France. Et aujourd'hui, je me refuse de prendre des dossiers où on ne serait pas en mesure d'apporter de la valeur hors de l'Île-de-France. On a peut-être un ou deux cas particuliers parce qu'il y a une logique en soi, mais c'est vraiment une limite qu'on se fixe. Est-ce que tu peux nous expliquer J'ai pas fini de répondre à ta question sur le commerce. Vas-y, je t'en prie. Sur le commerce, pour le coup, j'ai tendance à penser que le creux de la vague est derrière nous. On voit qu'il y a donc les pertes sur les centres commerciaux qui ne fonctionnaient pas bien et commencent à être passées, commencent à être acceptées par les opérateurs. Les centres commerciaux les plus résilients reprennent une position, je dirais, qui se renforce. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres que font les différents opérateurs du secteur qui se consolident. Mon ancien employeur Unibail a repris des couleurs, etc. Donc je crois que pour le coup, dans la partie commerce, c'est quelque chose qui est le plus dur à rêver. Ce sont des cycles. Je ne sais pas si le prochain cycle sera très haut, mais en tout cas, le creux de la vague est passé. On l'espère. On espère tout ça va bien évidemment repartir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail des éléments sur l'expertise d'Apis, typiquement sur un projet ? Alors, on a évoqué un peu le côté commerce, le côté bureau, pour vraiment que nos auditeurs puissent comprendre la valeur ajoutée. Alors déjà, nous, on met beaucoup de seniorité, c'est-à-dire qu'on va mettre de la seniorité où là, traditionnellement, il n'y en a pas forcément, ou il y en a moins. Je ne voudrais pas trop généraliser dans le secteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'expertise sectorielle dont je parlais tout à l'heure, enfin géographique, je dirais. Et la troisième chose, c'est qu'on a une forte sensibilité technique. Or, beaucoup des problèmes, notamment dans les sujets de reconversion, de repositionnement, ils reposent sur de la technique. Et ça, c'est là ce qu'on peut apporter, où on a un vrai apport à avoir avec... lors des moi je suis très présent lors des faisabilités, je discute beaucoup avec les architectes, les bureaux d'études, avec les bureaux structures pour trouver des solutions, pour faire varier aussi les programmes sur lesquels on doit embarquer le projet de telle manière à trouver des économies et à tenir le budget parce que c'est la clé de la réussite d'une opération. Ça, c'est la première expertise. Et la deuxième, c'est l'intervention en site occupé. Et ça, c'est ma culture de centres commerciaux, où j'ai eu à diriger des projets très conséquents dans des sites qui accueillent des dizaines de millions de personnes par an. Et on fait des interventions, on fait des repositionnements d'actifs en secteur occupé, en locaux occupés. Et notamment, on gère en ce moment un IGH, un immeuble de grande hauteur qui fait 25 000 m² dans l'Est parisien, qu'on repositionne, et on n'a pas vidé l'immeuble, on n'a pas vidé la tour, et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier pour le bureau. Ah ouais, donc ça veut dire que vous intervenez sur vraiment toute la chaîne de valeur pour revaloriser. Exactement. Parce que quand on repositionne un actif, si tu veux, le property manager, donc celui vraiment qui va gérer la vie de l'actif au jour le jour, surtout quand tu interviens en site occupé, son action, la manière qu'il va avoir de s'approprier les choses, même les dépenses qu'il va engager, elles sont en lien avec l'action que toi-même tu fais sur une partie de développement. Donc nous, on sous-traite, j'ai un property manager qui s'occupe des actifs sur lesquels on intervient. Est-ce que tu aurais un exemple d'opération ou de projet, peut-être même en cours, on va voir si tu peux nous en parler, pour expliquer un petit peu les étapes. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez concret. J'aime bien que les gens repartent avec des éléments de compréhension rapide. Est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr. En général, ça commence par un client qui vient nous voir pour
avec une stratégie. Je veux acheter tel genre d'immeuble, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc vous, les gens qui vous solliciter en priorité, ça va être quoi? C'est des foncières, ça va être soit des gens qui veulent déployer du capital pour acheter des immeubles et avec une thèse d'investissement, soit des gens qui ont déjà des immeubles sur lesquels ils ont des projets, ils ont envie d'y déployer du capital, ils ont envie de les transformer, mais ils n'ont pas le staff pour le faire. Et la raison du fait qu'il n'y ait pas le staff pour le faire, elle est multiple. Ça peut être parce que c'est une expertise particulière, parce que c'est une petite structure, parce que en ce moment, il y a quand même beaucoup de boîtes qui réduisent leurs effectifs et ils n'ont pas les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Voilà. Alors un exemple de projet, ou plutôt comment on rentre dans un projet avec un client. En général, donc, c'est un client qui vient nous voir avec sa thèse d'investissement ou avec sa problématique. Et nous, on va analyser sa problématique. En général, on passe beaucoup de temps, et ça pour le coup, on n'est pas payé pour ça, on passe beaucoup de temps à analyser le problème et à se poser la question, est-ce qu'on est capable d'apporter de la valeur? C'est-à-dire qu'on ne prend pas un contrat si derrière on n'est pas certain d'apporter de la valeur au client, si on n'est pas... moi, je fais beaucoup de bateaux et quand je prends un bateau pour faire du bateau, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux le ramener au port? Donc on regarde la météo, on regarde les conditions, etc. Donc c'est pareil dans mon métier et c'est la question qui est centrale. Et sur cette base-là, après il y a aussi un deuxième aspect qui est très important pour moi, c'est est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on a des valeurs qui sont communes? Alors c'est pas en quelques échanges, mais est-ce qu'en tout cas il y a un faisceau d'éléments, d'indices qui laissent à penser qu'il y a des valeurs qui sont communes, puisque on n'envisage que des contrats sur du long terme. C'est-à-dire que on fait pas d'intervention coup par coup, et a priori, quand on commence à travailler avec un client, c'est pour plusieurs années. Bon, Alexandre, tu sais, l'immobilier aujourd'hui en France, c'est quand même difficile. Hein. Tout le monde dit que ça repart, mais bon, on a l'impression que parfois ça fait plusieurs années qu'on nous dit ça. C'est quoi, toi, ta réflexion en tant qu'homme du terrain sur l'état du marché et sur les tendances actuelles? Qu'est-ce que tu perçois de ton côté? Il y a plusieurs questions dans ta question. Peut-être d'un point de vue général, je crois qu'on rentre dans un monde où il y a plus de crises. Donc en fait, moi j'en ai assez, quand on me dit « ouais mais c'est la crise », en fait c'est un état de fait, il faut vivre avec. On a connu des périodes où il y avait un peu moins de crise, et encore que, en fait, je suis pas sûr qu'on en ait connu tant que ça, parce que j'ai l'impression que depuis que je m'intéresse à la politique, à l'économie, il y a toujours un moment où c'est la crise. Donc, faut vivre avec, et c'est vecteur de plein d'opportunités. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est qu'il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que, et ça a peut-être été une des raisons de ces baisses de taux très élevées, mais au début des années 2010, il y avait une incertitude perçue qui était peut-être moins importante. Donc on faisait des business plans sur 10 ans, ça avait l'air de fonctionner, donc on s'est dit ça va marcher pour les 10 années après, etc. Aujourd'hui, ça c'est des choses qui sont moins vraies, et donc les investisseurs, ils doivent aussi se poser la question de mais quelle est la résilience de mon modèle à des évolutions par rapport à ce que je projette aujourd'hui, comment mon bâtiment va évoluer, comment je peux en faire quelque chose derrière. Et ça veut dire qu'on revient vers des secteurs, et ça c'est la deuxième partie, je crois, de ta question, qui est que je crois qu'on va vers plus de services dans les immeubles et plus d'immeubles qui sont gérés. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une remise en cause assez profonde des modèles traditionnels qui reposaient sur des baux, par exemple pour le bureau, sur des baux à long terme, avec des entreprises qui restent là 10 ou 20 ans, et des propriétaires qui touchent le loyer et rénovent de temps en temps l'immeuble. Et ça, c'est assez nouveau, et je pense que la profession, en tout cas une partie de la profession, le prend en pleine face. Et il y a des acteurs nouveaux qui émergent, mais avec des modèles économiques qui ne sont pas encore bien compris, qui ne sont pas encore toujours bien éprouvés. Mais on le constate pour le coup dans plusieurs classes d'actifs, que ce soit dans le logement où les résidences de services ont des développements qui sont assez fulgurants et répondent à des vrais besoins, ce que que beaucoup de politiques n'ont pas encore compris. Et je crois que c'est la même chose dans les bureaux. J'étais assez surpris. La dernière fois, je faisais une visite avec un asset manager d'un fonds des CPI et qui, pour le coup, faisait un sacré travail puisqu'il animait, il allait sur site. Vraiment, il faisait des choses que je ne vois pas souvent
Donc ça m'a rassuré de voir qu'il y avait aussi une prise de conscience, même dans des acteurs qui sont perçus peut-être comme un peu plus traditionnels sur ces aspects-là. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Moi, à titre personnel, dans le logement que j'occupe, la résidence, il y a du service. C'est-à-dire, il y a une chambre d'hôte, il y a une salle de sport. Et en fait, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus, même ce genre de choses, typiquement, pour les particuliers, pour les professionnels aussi, bien évidemment. Je pense que les gens si on leur présente bien l'information, ils sont tout à fait, à mon avis, ouverts à avoir aussi un petit peu ça. Donc, je partage aussi un petit peu ce que tu dis sur le sujet. Le pourquoi de ça, on pourrait le chercher. Il y a probablement une raison de culture, parce que les résidences de service, notamment en logement, elles sont plus présentes dans les pays anglo-saxons en général. C'est vrai. Mais je crois qu'il y a aussi un autre fait, et peut-être qu'on y viendra plus tard, c'est qu'on a fait de l'immobilier un sujet éminemment politique en France. On le voit pendant les élections municipales où ça devient quand même assez surprenant. Et qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays quand quelque chose devient éminemment politique? C'est que ça devient bloqué. Et donc, je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en particulier pour le logement. Et ça, c'est dommage parce que c'est quand même là où les gens habitent. Mais je suis assez surpris de voir que, par exemple, notre génération, je pense qu'on a à peu près le même âge. Enfin, c'est galère de se loger. C'est galère d'avoir une famille à Paris. C'est compliqué d'acheter ou de louer. C'est pas compliqué, c'est impossible de louer et c'est compliqué. Et c'est très compliqué d'acheter, même avec des bons salaires, etc. Et je parle pas d'un palace, mais d'un logement de 120-130 mètres carrés pour une famille de 3 enfants, par exemple. Très compliqué. Oui, alors que le logement est un bien quand même de première nécessité, qui est essentiel. Nous, on fait beaucoup d'interventions aussi avec notamment les étudiants. Hein. Le premier élément qui fait que tu n'accèdes pas notamment aux études supérieures, c'est le logement. Hein. Donc clairement, oui, il y a des enjeux par rapport à ça. Souvent même, je demande aussi à des invités de me dire s'ils avaient un peu les clés, on va dire, du camion France, qu'est-ce qu'ils mettraient en place typiquement sur la partie de logement, sur le volet immobilier. Bon, voilà, il y a des enjeux, je pense, qui nous dépassent. Je sais pas s'il faut que tu me lances sur le sujet. Ouais, bon, du coup, si tu veux, si tu souhaites répondre, apporter ta pierre à l'édifice, tu peux. Il y a quand même un truc, et ça, je suis pas sûr que beaucoup de gens en aient conscience, plus dans la profession, mais de manière générale, c'est quand même l'immobilier en France, enfin l'économie de la ville, qui est la première économie en France, qui n'est non délocalisable, qui est souveraine, qui fait vivre des millions de personnes. C'est une économie qui est à la lisière au minimum de 6 codes. 6 codes différents. Il y a le code de la construction, le code de l'habitation, le code de l'environnement. Donc déjà, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Donc quand vous déposez un permis de construire, et en France, on doit déposer un permis de construire, même quand on change de destination et qu'on modifie une façade sur un local de 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés. Donc il faut voir quand même qu'on est dans des contraintes réglementaires qui sont extrêmement lourdes. On doit se poser la question sur plusieurs codes. Alors peut-être pas sur 6, sur un dossier aussi simple. Et pourquoi on ne simplifierait pas et qu'on n'ait pas un code de la ville, par exemple. Il y a bien un code des forêts, il y a bien un code du monde maritime. Donc pourquoi on n'aurait pas un code de la ville ? Ça, je pense que ça pose la problématique des gens qui s'occupent de ça. Est-ce qu'ils ont aussi vraiment la compétence technique? Est-ce qu'ils connaissent aussi un petit peu leur secteur? C'est un sujet, à mon avis, très, 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 très important. Mais c'est clair que c'est un secteur qui est vital. Et à mon avis, on ne le dit pas assez. Quand l'immobilier va bien, l'économie se porte correctement. Mais je pense que le secteur... Et là, je prends le secteur dans son ensemble de l'économie de la ville, n'a pas de voix. C'est-à-dire qu'on est ministre de la ville, il parle avec qui ? Aujourd'hui, à mes avis, il faut qu'il parle avec la Fédération française du bâtiment. Il va falloir qu'il parle, qui sont probablement plus parmi les mieux organisés, la Fédération française des promoteurs, et puis les 3 ou 4 syndicats d'agents immobiliers, et ceci et cela. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de poids en face. Vous allez en Angleterre, en face de Westminster, vous avez les locaux de la RICS, la RICS, qui représentent les intérêts de l'ensemble de la profession auprès des gouvernements britanniques. C'est quand même pas du tout le même fonctionnement.
C'est vrai. Tu as raison. Je dirais à bon entendeur, hein, s'il y a des gens qui écoutent aussi cet épisode sur le sujet. Non, mais c'est un sujet central. C'est un sujet central. Nous, on en parle avec beaucoup d'interlocuteurs. Je pense qu'il y a des incompréhensions sur ce sujet. J'aimerais te poser un petit peu une question sur... on entend aujourd'hui beaucoup aussi parler notamment d'immobilier durable. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte, notamment chez Apis Comment vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice un peu sur ça? Alors je sais que c'est un terme un peu fourre-tout, d'accord? Ouais, alors c'est marrant, j'en ai tout à fait conscience, j'en ai tout à fait aussi conscience, mais est-ce que c'est des enjeux qui sont présents dans les discussions que vous avez avec vos clients? De quelle nature? Ça peut être un autre terme. Bon. Quand tu disais durable, je me disais je vais commencer par ça, c'est un peu fourre-tout, et en même temps, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais chacun y voit un peu son point de vue. Donc déjà, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des sensibilités très différentes entre les différents clients sur ce sujet. Donc c'est une réponse qu'on apporte qui est en général très pragmatique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si je devais définir le terme durable, je vois deux composantes qui me paraissent importantes. Il y a la notion de résilience, ou en tout cas comment l'immeuble va pouvoir affronter les 20, 30 prochaines années. Et encore, ça serait bien qu'on puisse construire sur un peu plus que 20 ou 30 ans. Ça, c'est la première sujet, qui est finalement un sujet assez produit, marketing, comment on le positionne, etc. Donc finalement, il y a là, en tout cas, la partie écologique et se pose, mais un peu moins dans cette verticale-là. Et puis après, il y a la question d'impact environnemental, de sobriété, etc. Et là, pour y répondre, je ne vais pas prendre par la voie réglementaire, parce que on revient un peu au point d'avant, mais il y a des règles aujourd'hui, mais qui ne sont pas applicables ou qui ne sont pas appliquées, sur lesquelles il n'y a rien qui est fait pour les faire rendre applicables ou appliquées. Donc, par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a des tendances de fond qui sont lourdes et qui sont factuelles. La tendance de fond que je vais citer, c'est l'approvisionnement en énergie. L'approvisionnement en énergie, quand on regarde aujourd'hui, et j'aime beaucoup les écrits et ce que fait Jean Covici et le Shift Project, parce que ça a le mérite d'être très clair, probablement plus clair que ce que beaucoup d'organismes sont en mesure de produire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la production de pétrole mondiale, c'est un sujet d'actualité d'ailleurs, est en tout cas la consommation de pétrole en France est en baisse. Et que la consommation aussi, que la production aussi a probablement atteint des maximums et va plutôt avoir tendance à baisser, non pas par manque de demande, mais parce que c'est plus compliqué à produire, il faut aller chercher plus loin, ça coûte plus cher, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les différents plans étatiques de production de l'énergie, et notamment de la production d'électricité, prennent en compte une baisse de la consommation énergétique des bâtiments. Donc, ce qui veut dire que si cette loi ne va pas être si cette telle loi va pas être exactement appliquée de telle manière, ou va être différée un peu dans son application, etc., il y a quand même deux certitudes. Il y aura, quoi qu'il arrive, il y a un besoin national à la baisse de la consommation des bâtiments. C'est comme ça, puisqu'on a décidé de construire moins de centrales, on a d'autres besoins énergétiques ailleurs, etc. Enfin, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais c'est en gros ce qui en ressort. Et deuxièmement, sur la partie de production des hydrocarbures et du gaz, on est aussi dans des zones qui laissent à penser que dans des durées en dizaines d'années, il va y avoir des baisses de disponibilité. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, pour moi la bonne manière de s'approprier le sujet, c'est de se dire ok, comment dans le cadre d'un projet d'investissement, qui sont sur des durées d'amortissement en dizaines d'années, je vais prendre en compte ces contraintes-là, et donc je vais m'orienter vers un bâtiment qui déjà consomme moins par nature, donc qui est isolé, ou en tout cas qui améliore son isolation, première chose, et deuxièmement qui consomme moins d'hydrocarbures, donc en priori moins de gaz, parce que le pétrole on n'en met plus beaucoup pour chauffer les bâtiments. Donc c'est comme ça qu'on va se l'approprier, plutôt que de se
Et pour moi, le respect de la réglementation, de telle échéance réglementaire, etc., évidemment, elle rentre en compte dans l'analyse, mais elle est secondaire parce que c'est des choses qui, par nature, va varier, puisque par le passé, ça a toujours varié. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne varie pas. Non, mais je pense que tu as raison dans ce que tu dis. Après, parfois aussi, on constate qu'il y a tellement de normes, tellement de réglementations, qu'en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait appel aussi à des professionnels comme toi sur le sujet. On ne sait même pas par quel bout commencer. Tu vois, le dernier épisode qu'on a fait, on a parlé aussi des aides énergétiques. Tu vois, typiquement pour tout ce qui est les copropriétés, c'est des projets qui mettent quasiment 3 ans à sortir. 3 ans pour faire le... On ne commence pas à faire les travaux. 3 ans pour faire le dossier, pour convaincre, pour... Pendant ce temps, je veux dire, le monde change très vite. On parlait tout à l'heure un petit peu de crise. Moi, c'est souvent ça aussi un petit peu que je perçois. On prend du temps, c'est très bien, on se concerte. Mais après, les choix, au bout d'un moment, il faut les faire assez rapidement. Oui, les aides énergétiques, en tout cas, dans le tertiaire, on y est un peu moins... Oui, vous êtes un peu moins concerné. Un peu moins concerné. Il existe des choses. Effectivement, c'est souvent long. Ça ne change pas forcément la phase de la rentabilité du bâtiment, en tout cas des flux. Ça améliore un petit peu, mais en tout cas, on peut pas... je ne crois pas qu'on puisse baser un business plan sur l'obtention d'aide. Enfin, à mon avis, ça ne serait pas très raisonnable. Oui. Exactement. Ça peut peut-être faciliter, améliorer un angle, mais pas mieux. Alors, on va essayer de se projeter un petit peu dans le temps. Souvent, je pose la question aux invités. Tu penses que ton métier, ce que tu fais aujourd'hui, peut-être que tu feras d'ailleurs d'autres choses, parce que tu es un entrepreneur dans l'âme, tu penses qu'il peut ressembler à quoi en 2050 ? Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Ce que je pense... Alors, c'est... je me suis fait une remarque là, il n'y a pas longtemps, c'est que donc, j'ai 16 ans d'expérience professionnelle et j'ai dû faire mon premier stage en entreprise en 2008, chez Vinci Construction. En 2008, donc... Moi, ça me paraît il n'y a pas longtemps, mais peut-être que pour les plus jeunes auditeurs, ça fait un peu vieux maintenant. Oui. Donc en 2008, chez Vinci Construction à Tournan-en-Brie, donc en Ile-de-France, sur un lycée où j'étais conducteur de travaux, enfin stagiaire conducteur de travaux. J'avais pas de téléphone portable qui m'a été donné par l'entreprise. J'avais pas d'ordinateur qui avait été donné par l'entreprise. On avait des armoires de plans. C'est-à-dire que les plans n'étaient pas en numérisé, ils étaient sur papier. Alors ils avaient été faits sur ordinateur quand même. Je ne parle pas d'il y a 50 ans. Et on envoyait des fax. Parce que le mail n'était pas une preuve. Ah, ok. Non, c'est vrai. Ça veut dire que je me souviens très bien qu'il y avait une photocopieuse et j'envoyais les fax. J'avais mis le numéro de toutes les entreprises sur le site et j'envoyais des fax pour des commandes, pour des choses. Parce que quelque chose qui n'avait pas été bien fait, etc. L'année d'après, donc là je vous parlais de 2008, 2009, c'est en 2010, j'ai un stage à Londres, aussi dans un cadre de construction. Et là, j'ai un ordinateur et j'ai un BlackBerry. C'est-à-dire que j'envoie des emails sur mon lieu de travail et je passe des commandes sur le lieu de travail. Et je ne suis pas du tout en train de rentrer dans Londres était plus avancé. C'est de pur hasard. Un an après, encore un autre stage, mais là dans l'immobilier, Bouygues Immobilier. Alors, on ne m'avait pas fourni de téléphone, mais je me souviens que je m'étais acheté un iPhone 4S. Donc, ce qui veut dire qu'en 3-4 ans, ça a quand même pas mal changé. Tu te rappelles de la période, probablement, ça a beaucoup changé. Donc, donc la première question pour répondre à ta question, et puis, donc ça a pas mal changé, et surtout, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, on entend beaucoup parler de l'IA, etc., va beaucoup changer les choses? Ce que j'ai le sentiment, c'est que ça va changer les choses à court terme. Pas tant que ça, un peu, ça nous apporte, tu vois, j'ai préparé aujourd'hui rendez-vous avec Perplexity, ça nous apporte de la facilité, comme toutes les nouvelles technologies. Mais par contre, ça va probablement beaucoup changer les choses à long terme. Donc pour revenir à la question sur ce que ça va changer dans mon métier, je crois que ça va modifier l'appropriation de l'expertise, de l'expertise du métier, parce que ça permet d'avoir accès à plus de données, plus d'informations et accéder plus rapidement à l'information. Je crois que ça va beaucoup changer certains métiers avec qui je travaille, les avocats par exemple,
les notaires, les géomètres. Je crois que les géomètres aujourd'hui, il y a quand même une vraie question qui se pose avec la capacité à scanner. Enfin, Bien sûr. quand je scanne de petits locaux, je le fais avec mon téléphone maintenant. Je fais des nuages de points, ça marche très bien. Et aussi les architectes. Parce que c'est des gens qui travaillent sur une matière qui est du dessin, qui manipule beaucoup de données. Bien sûr. Moi, mon métier, c'est aussi de convaincre des investisseurs de choisir notre société, d'éventuellement faire évoluer sa thèse d'investissement. C'est de convaincre des opérateurs de venir sur des locaux. Donc en fait, il y a une dimension qui est humaine. Bien sûr. Et cette dimension qui est humaine, en tout cas, là, dans les 20 dernières années, on n'a pas vu que la décision d'investissement, par exemple, a été transférée à l'informatique, à une machine et quoi que ce soit. Il y a des aides, etc. Mais à la fin du jour, ça reste bien un humain, un groupe d'humains qui va décider d'engager tant d'euros sur telle opération. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que mon métier a de beaux jours devant lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un métier où en fait on intervient auprès d'humains, où il faut convaincre des humains, il va se poursuivre, mais avec des acteurs et un environnement qui va poursuivre sa digitalisation, qui va peut-être d'ailleurs un peu s'accélérer, puisque c'est vrai que la manière que les systèmes d'IA ont de contextualiser les choses beaucoup mieux que ce qu'on arrivait à faire avec Ah oui, ça c'est clair. les anciennes générations, sur des sujets qui sont moins standardisés comme l'immobilier, c'est quand même assez performant et assez bluffant parfois. Oui, c'est vrai. Et en plus, donc on constate que l'immobilier, c'est pas forcément tout le temps l'industrie la plus mature sur tous ces sujets. Mais tu as raison, on a des projets, on accompagne notamment des avocats sur tout cet aspect administratif, tout ce qu'ils font. Il y a des enjeux, je pense qu'ils sont importants. Mais peut-être qu'à terme, on aura aussi des décisions finales qui seront peut-être aussi prises par les IA. Tu sais qu'il y a des pays qui ont proposé carrément qu'ils je pense à un pays comme l'Albanie, le ministre notamment des marchés publics soit une IA. Donc ça sera peut-être... Ouais. C'est des choses qui sont en process, c'est comme une instruction d'un permis de construire. Il y a une très grande partie du travail de l'instructeur qui est de comparer une norme écrite par rapport à un dossier. Et donc la notion de contextualisation, elle est très facilement processable. Ce qui va probablement faire qu'on pourrait envisager effectivement des instructions qui sont très automatisées avec une supervision humaine quand même pour traiter les 10-15% qui sortent de la règle. Alors Alexandre, j'aimerais revenir sur un point aussi important. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect réglementaire et de ce contexte d'inflation sur ce sujet. Comment vous, en tant que jeune société, parce que c'est assez récent la structuration d'Apis, vous accompagnez vos clients au quotidien sur ces aspects primordiaux? Écoute, d'abord, ça se repose sur une analyse 360 des risques réglementaires. C'est aussi travailler avec des acteurs qui connaissent bien ces sujets, notamment des avocats de notre réseau avec qui on est en confiance. Et puis aussi, c'est s'appliquer à soi-même cette réglementation. Même en tant que petite structure, il y a beaucoup de réglementations qui pèsent sur des acteurs comme Apis, la loi Hoguet, le code monétaire et financier, etc. Et donc, nous avons aujourd'hui l'ensemble des procédures qui ont été mises en place et qui sont écrites sur ces sujets-là. Et je crois que c'est pas forcément commun pour des structures de petite taille, et ça c'est quelque chose auquel on tient particulièrement. Et même pour revenir sur le sujet de l'IA, aujourd'hui on applique les recommandations et qui sont même les contraintes pour ses membres de la RICS en France sur les sujets IA, avec l'information auprès de nos clients, le registre des outils utilisés, etc. Bon, entreprendre, Alexandre, c'est compliqué, hein. Moi je fais un petit peu comme toi. Est-ce qu'il y a un moment où tout a failli foirer et qui aujourd'hui, quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, t'en rigoles? Écoute, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai eu un client
pour un dossier de transformation d'un immeuble qui m'a imposé un architecte. D'accord. J'avais des doutes quant au fait que ce soit le bon profil, doutes auxquels j'ai fait part avant de prendre le contrat. Et j'ai pas eu le choix en fait. J'ai pas réussi à convaincre le client que c'était pas le bon profil. Et ça a été une erreur, mais une erreur assez violente. Aujourd'hui, j'en rigole puisque en fait, on a pu trouver des solutions pour pallier au problème, ce qui a été jusqu'à des sujets humains assez compliqués à gérer puisqu'il a fallu se séparer de cet architecte, reprendre un autre maître d'œuvre, etc. Finalement, le dossier s'est plutôt bien passé. On était vraiment très proche du budget et c'est vrai que moi, je mets vraiment un point d'honneur à toujours tenir mes budgets. Je préfère perdre un client que ne pas avoir à tout le moins défendu le budget qui me semble réalisable jusqu'au bout. Après, c'est au client qui prend ses risques, mais au moins qu'il ait bien conscience de ses risques. Mais ça a été, c'était un moment assez difficile à vivre. C'était un des tout premiers dossiers qu'on portait. Ça m'a fait... ça m'a pas mal interrogé et ça m'a valu quelques nuits blanches. Mais aujourd'hui, j'en rigole parce que ça s'est bien fini. Donc, oui, là, tout ce qui est chargement mental. Par contre, j'ai beaucoup appris. Voilà. Ouais, tu as beaucoup appris aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que tu voudrais aborder, qui te tiennent à cœur, que tu aimerais transmettre à nos auditeurs? Oui, en début d'interview, j'ai utilisé un mot qui n'est pas forcément très connu, qui est l'effectuation. Exactement. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui se sont posé la question et qui n'ont pas encore fait de recherche sur Internet sur ce que c'est. Et c'est un terme que j'ai découvert il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui est beaucoup porté par un chercheur je crois qu'il est à l'EM Lyon, qui s'appelle Philippe Silverman, qui fait des petites capsules vidéo sur LinkedIn. Je vous encourage vraiment à vous abonner. L'effectuation, en fait, c'est une démarche entrepreneuriale qui est une manière de travailler dans des périodes d'incertitude. Mmh. Et si vous voulez, quand vous entreprenez, en fait, il y a 2 manières d'entreprendre. Il y a la démarche qu'on appelle causale, qui est une start-up. En fait, j'ai une idée, je mets en œuvre tous les moyens, tout ce que je peux faire pour rassembler toute l'énergie pour mettre en œuvre cette idée. Et puis il y a l'autre manière qui s'appelle l'effectuation, qui est de dire j'ai ces actifs. Je sais pas, par exemple, je suis propriétaire d'un local commercial, j'aime bien la pâtisserie, et je vais ouvrir une pâtisserie. Donc c'est plutôt faire la cartographie de ces actifs. Évidemment, il peut y avoir des actifs personnels, il peut y avoir des actifs qui sont liés au réseau, il peut y avoir des actifs qui sont du capital, mais pas forcément. Et c'est de dire, ok, j'ai tous ces actifs-là, qu'est-ce que je peux en faire pour créer de la valeur, et surtout avec une démarche, et là pour le coup c'est plus personnel, qui est que tout l'entrepreneuriat, je le pilote par rapport à la trésorerie. C'est-à-dire que c'est pour moi le plus important. Ça dirige la manière avec laquelle on prend nos contrats, ça dirige l'ensemble de notre action. Parce que finalement, quand on regarde les entreprises qui se plantent, souvent, c'est pas par manque d'idées, c'est par manque de trésorerie. Et donc, je vous ai dit que je faisais du bateau, mais je fais aussi de la plongée sous-marine. On remonte jamais avec moins de 50 bars, sinon c'est pas bien. Eh bien c'est pareil, une entreprise, elle doit toujours avoir de la trésorerie, on doit toujours savoir où ça va, il faut toujours qu'il y ait une soupape de sécurité. Je pense que nos auditeurs pourront méditer par rapport à ça. Donc, voilà, parce que je pense que c'est en plus une démarche qui est assez adaptée au temps qui s'ouvre à nous, qu'on commence à deviner. Là, je pense qu'on a compris que la crise, elle est normale maintenant, et il va falloir vivre avec. Et donc, comment on peut vivre dans un monde d'incertitude en n'étant pas toujours stressé, en gardant le moral et en se disant que la vie est belle, voilà. Ne pas être stressé, ça c'est compliqué, mais on peut essayer un peu de combattre son stress. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on va avoir des informations sur ce que tu fais, te contacter, c'est quoi le meilleur canal pour toi? Un message sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir. Bon, écoute, merci beaucoup Alexandre pour ce moment. Moi-même aussi j'ai appris des choses. J'adore aussi faire ça. Ça permet à tout le monde aussi un petit peu de progresser sur ces sujets. Merci encore pour tes réponses de qualité.
sur des sujets aussi quand même qui sont techniques. Était le premier invité qu'on a eu sur ce genre de thématique. Donc c'est super. C'est beaucoup de valeur aussi pour nous. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis bien sûr à bientôt avec le vestiaire de l'immobilier. Merci Julien, merci l'équipe de Vestiaire. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet